Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous propose de découvrir tout de suite ensemble les grands titres de cette édition. Une nouvelle étape dans les travaux de restauration du Palais Princier. Le trône a été rénové, un travail artistique minutieux dont nous avons suivi les coulisses. Les beaux jours arrivent et avec eux, la haute saison touristique. Guy Antonielli, le directeur du tourisme et des congrès, sera notre invité pour nous présenter la grande campagne de communication que la destination Monaco s'apprête à lancer. Les océans et le climat ont un destin commun. Les premiers peuvent réguler le second et les changements climatiques de leur côté influent négativement sur les océans. Alors que se tient tout au long de la semaine la Monaco Ocean Week, les experts du GIEC viennent de rendre public leur dernier rapport sur le climat. François Gémen, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement et co-auteur du rapport du GIEC, nous en livrera la teneur. C'est également l'heure des bilans pour les explorations de Monaco qui viennent de présenter le compte-rendu de la mission Océan Indien qui s'est déroulée à l'automne dernier entre les Seychelles et la Réunion. Enfin, sur la scène de l'Opéra Garnier, un grand classique, Les Noces de Figaro de Mozart, avec pour une seule et unique représentation les musiciens et chanteurs du prestigieux Opéra de Vienne. D'importants travaux de restauration ont été lancés au Palais Princier où des découvertes historiques sont intervenues au cours des dernières années. Et depuis plusieurs mois, le chantier s'est déplacé dans la salle du trône, à l'intérieur de laquelle la pièce la plus emblématique des lieux, le trône des princes de Monaco, a lui aussi été restauré. Sandrine Nègre, Olivier Bonello et Arnaud Humbert se sont glissés dans les coulisses de ces opérations. Nous sommes au cœur d'un lieu chargé d'histoire, la salle du trône, située en haut des marches de l'escalier de la cour d'honneur. Calme, minutie et précision sont des maîtres mots évidents car les missions poursuivies par les équipes sur place sont importantes. Plusieurs professionnels sont chargés de restaurer ce que l'on nomme le dôme du trône. On a descendu le dôme il y a quelques semaines et en le descendant, on s'est aperçu que le velours de soie qui compose le dôme est très altéré. Alors on ne sait pas exactement de quand il date, mais il s'avère que toutes les parties qui sont exposées côté fenêtre, donc à la lumière du jour, ont été vraiment fragilisées avec le temps. Et du coup, ma mission, c'est donc de venir protéger et stabiliser le velours qui est vraiment évolutif et qui est en train de se détériorer de lui-même. Le velours, il y a des parties qui sont vraiment à nu, où le poil a disparu en fait avec le temps. Donc on vient remettre un tulle de nylon teint par-dessus pour donner l'illusion et avoir une lecture harmonieuse de l'ensemble une fois qu'il sera remis en place. Et cette remise en place a lieu justement quelques jours plus tard, le 20 mars. Tout est prêt pour procéder à l'opération de remise en place. Chacun retient quasiment son souffle. L'étape est délicate et revêt un caractère particulier. Suivra ensuite la remise en place du trône. On a repris tout ce qui est peinture à la feuille d'or, enfin, au traitement à feuille d'or, et on a essayé de consolider les tissus. Donc les deux restauratrices qui étaient là ont participé toutes les deux à ces travaux-là, et le résultat nous semble très satisfaisant. Nous avons eu la chance dans la salle du trône, comme d'ailleurs dans plusieurs autres pièces du palais, de nous rendre compte que nous avions de la fresque en plafond. Donc nous avons entrepris depuis plusieurs mois la restauration, la conservation-restauration de ces fresques. C'est une grande opération qui a consisté à enlever des peintures qui avaient été additionnées par-dessus et ensuite de réintégrer les lacunes que nous avions, de consolider les fonds, etc. Mais la grande découverte, c'est de voir une scène complète qui nous est apparue et plusieurs scènes en latéral, sur les lunettes, que nous sommes en train de restaurer. Et ces travaux de restauration des fresques ont un caractère éco-responsable aussi. La preuve, les techniques sont non toxiques et des lasers comme celui-ci sont utilisés. Avec l'arrivée du printemps, c'est toute une industrie qui se prépare à connaître un regain d'activité. Le secteur du tourisme est déjà en ébullition pour accueillir au mieux les visiteurs. Et du côté de la DTC, on ne ménage pas ses efforts pour attirer le plus grand nombre. Une grande campagne de communication vient d'être dévoilée, alors que les chiffres de l'année 2022 laissent entrevoir de belles perspectives. Le directeur du tourisme et des congrès est notre premier invité. Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Patricia. Votre présentation aujourd'hui portait non seulement sur les perspectives à venir, mais sur un bilan encourageant aussi, celui de 2022. Cette année passée côté tourisme, nous pourrions la qualifier de vraie première année post-Covid et les indicateurs étaient positifs.
Alors c'est effectivement la question que je pose à l'ensemble de l'auditoire. 2022, est-ce une année post-Covid ? Eh bien la réponse est un peu normande, c'est oui, c'est non. C'est un premier trimestre très marqué par le Covid et le reste de l'année qui va en s'améliorant et qui, à partir du Grand Prix, présente de superbes résultats. C'est-à-dire que l'on a eu des taux d'occupation et une clientèle de retour, hein ? Oui, un taux d'occupation en retrait à la fin de l'année par rapport à 2019, toujours 8 points de retrait par rapport à 2019, mais un taux d'occupation quasiment à l'identique pour le mois de mai, donc de très très bons résultats. Et quelle était la clientèle de l'année 2022, de cette année en demi-teinte ? Une clientèle qui revient, une clientèle internationale qui revient, à l'exception notable bien évidemment des clients asiatiques et malheureusement des clients russes et ukrainiens. Quelques pays encore marqués par les difficultés qui sont revenus, qui ont fortement contribué à la reprise, mais qui sont en deçà de leur niveau précédent, comme le Royaume-Uni et l'Italie. Mais l'un des principaux enseignements pour ce qui concerne le tourisme d'affaires, c'est que l'on veut se voir, se rencontrer. Le digital, c'est une solution palliative. Le digital est palliatif pour les grandes réunions. Le digital est utile pour la réunion quotidienne. On va dire le télétravail s'accommode assez bien du digital, mais l'humain a besoin de se réunir. Le réseautage, le networking informel, les échanges autour d'une conférence, la rencontre d'affaires nécessitent aujourd'hui la rencontre physique. Alors il a fallu tourner cette page de la crise et maintenant l'un des nouveaux challenges c'est d'arriver à contrer les nouvelles destinations prisées, faire face à un contexte tout de même extrêmement concurrentiel. Alors beaucoup de concurrence parce que en fait tellement de gens ont été privés de voyage pendant 2 ans et demi que tout le monde veut voyager. Donc toutes les destinations espèrent des visiteurs, de nouvelles destinations, vous le voyez dans les médias, notamment par la publicité que peut faire l'Arabie Saoudite, le Costa Rica, sont sur le marché, ont de très beaux produits, mais Monaco reste mythique, Monaco reste unique. Guy Antonielli, vous lancez une nouvelle campagne de communication. Quels en seront les axes forts, le message principal ? Le message principal, c'est de croiser les attentes de nos clients, comme vous le disiez, Patricia, avec tout ce qui fait l'exception Monaco. Et ces 2 éléments croisés ensemble font que Monaco est comme nulle part ailleurs, like nowhere else, dans la version anglaise de cette campagne. Des magnifiques visuels que vous allez voir derrière moi qui sont sur un fond bleu Riviera, qui est sans doute la couleur reconnaissable dans le monde entier pour identifier la Côte d'Azur, dont Monaco est l'épicentre. C'est pas tout à fait le bleu Klein, mais c'est un bleu quand même resplendissant. En conclusion, qui faut-il conquérir ou reconquérir ? Nous devons continuer à convaincre nos clientèles traditionnelles, ceux qui aiment la principauté pour ce qu'elle est historiquement, mais nous devons également convaincre les nouvelles générations et nous devons porter le message, porter du contenu. Aujourd'hui, on ne fait plus de publicité, nous racontons des histoires, nous racontons ce qu'est la principauté pour attirer des jeunes générations qui ne réfléchissent pas comme les anciennes générations et qui ont des attentes extrêmement différentes. Merci Guy Antonielli d'avoir été notre invité alors que la DTC s'apprête à lancer sa nouvelle campagne de communication. Merci beaucoup Patricia, bonsoir. C'est l'un des nouveaux fleurons de l'industrie monégasque. Pierre Dartout, accompagné de son chef de cabinet Laurence Garino, a pu découvrir aujourd'hui les installations de la société Orbital Solutions. Son directeur, Francesco Bongiovanni, a présenté au ministre d'État le cœur d'activité de l'entreprise, qui est l'application des technologies de ce que l'on appelle le New Space, le nouvel espace, et des petits satellites pour contribuer à la résolution des problématiques liées à l'environnement. Le ministre d'État a ensuite visité le laboratoire de construction de ces nanosatellites.
Alors que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé il y a quelques jours que la Covid-19 ne serait bientôt pas plus dangereuse qu'une grippe saisonnière, le taux d'incidence à Monaco remonte légèrement. Il est passé de 18 à 59 la semaine dernière. Dimanche, 12 personnes, dont 9 résidents, étaient hospitalisées au CHPG et 16 prises en charge par le centre de suivi à domicile. Après une Monaco Blue Initiative en guise d'introduction, la Monaco Ocean Week se poursuit et parmi les temps forts de la journée de mardi, la signature d'un partenariat entre la Fondation Prince Albert II et Monaco Asset Management. L'objectif ? Soutenir le développement durable par le biais d'un fonds d'investissement privé. Je vous propose d'écouter les deux protagonistes de ce partenariat, Anthony Toriani, le fondateur de Monaco Asset Management, et Olivier Vanden pour la FPA2. Il y a seulement 1% des fonds mondiaux qui sont dirigés vers l'océan. Donc partant de ce principe, on s'est dit qu'il fallait trouver de nouveaux moyens d'agir pour avoir plus d'impact. Et aujourd'hui, la Fondation lance avec Monaco Asset Management le Re-Ocean Fund, un fonds dédié à l'océan, un fonds de private equity. Donc là, on va aller un petit peu plus loin dans la démarche, c'est-à-dire créer un fonds qui va investir directement dans des entreprises et pas des startups, des entreprises qui sont déjà établies, qui ont un impact très positif sur les milieux marins, qui génèrent de l'emploi et qui génèrent déjà des profits. On va lever 100 millions d'euros. Le premier closing, ça va être fait vers la fin d'année avec 60. De ce 60, on a déjà levé la moitié, un peu plus que la moitié. En 2024, on fera le deuxième 40 millions. Entre-temps, dans le deuxième et troisième trimestre, on va aussi continuer à développer nos targets d'investissement. Dans le quatrième trimestre, on va déjà être prêt à investir dans des sociétés. On a déjà trouvé 500 compagnies qui sont investies dans ce domaine. Et notre travail, c'est de trouver les meilleurs d'entre eux. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a aucune difficulté à les trouver. Il faut se les choisir qui est la partie la plus difficile. Et 5 secteurs seront plus particulièrement ciblés: l'économie bleue, la lutte contre les pollutions plastiques, la collecte d'informations sur les océans, le yachting vertueux et enfin la protection des écosystèmes marins. Au programme toujours aujourd'hui de la Monaco Ocean Week, la restitution des recherches menées par les explorations de Monaco dans l'océan Indien. L'exposé des travaux s'est déroulé au sein du Temple de la Mer, le musée océanographique. C'est un reportage signé Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni. La mission avait mené l'ESA Aguilas II en octobre et en novembre entre Maurice, la Réunion et les Seychelles, tout particulièrement aussi dans la zone de Saya de Mala. La mission Océan Indien des explorations de Monaco avait dès le départ pour objectif de mieux faire comprendre les enjeux liés à la protection des espaces maritimes. Voici les données qu'il faut retenir. Nous avons d'ores et déjà de très fortes suspicions, ou je devrais plutôt dire espoir, que 3 espèces sont des espèces découvertes par la mission des explorations de Monaco, et notamment une très belle crevette qui se trouve être rouge et blanche, et je pense qu'elle va porter un nom qui va être proche de Monaco, celle-là. Elle est toute désignée. Ça, c'était le premier point, donc plus scientifique. Le deuxième point est plus politique et diplomatique. Les Nations Unies ont réussi à trouver un accord pour un nouveau traité sur la haute mer. Et Saya de Mala est un endroit qui se trouve juridiquement en haute mer, même s'il est co-géré par la République de Maurice et la République des Seychelles. Saya de Mala et la mission des explorations de Monaco ont été mentionnés pendant ces discussions. On espère bien, avec les 2 gouvernements, que les 2 gouvernements vont être parmi les premiers à proposer, à revendiquer ces nouveaux outils de gestion juridique. Et des outils qui permettraient une meilleure gestion des hauts fonds, le lit sous-marin bien sûr, mais aussi la colonne d'eau. Science, diplomatie, protection de l'océan sont donc des domaines portés par les explorations de Monaco. J'appelle ça un événement parce que pour nous c'était absolument essentiel d'avoir cette mission et d'y faire participer nos jeunes scientifiques. Alors surtout dans la régionale d'Abra, qui est la plus grande zone marine protégée, mais aussi la première expédition mondiale sur les bancs de Saya de Mala.
Et ça, pour nous, c'est vraiment essentiel parce que ça a démarré, c'est le trait d'union entre l'île Maurice et les Seychelles. C'est le trait d'union entre la haute mer et les zones protégées, les zones de pêche. Alors, pour moi, ministre de la Pêche et de l'économie bleue, c'était tout gagnant-gagnant. À travers cette mission dans l'océan Indien, dans le cadre des explorations de Monaco, la principauté montre une fois de plus, sous l'impulsion du souverain, son implication en faveur de l'avenir de la planète. Et c'est donc dans ce contexte de la Monaco Ocean Week qu'un rapport très attendu a été rendu public hier, celui des experts du GIEC. Il fait le point sur les conséquences du changement climatique et si les répercussions négatives sont toujours un peu plus visibles et impactantes, il n'en reste pas moins que la courbe peut encore s'inverser, comme va nous le révéler l'un des co-auteurs du rapport, le spécialiste de géopolitique environnementale, François Gémen. Bonsoir. Bonsoir. Ce rapport sur le climat, c'est en quelque sorte, pour donner une illustration, une sorte de guide pour les décideurs? C'est exactement ça. C'est un guide pratique qui leur dit ce qu'ils pourraient faire, qui leur montre comment ils pourraient faire et qui leur dit au fond qu'ils ont toutes les cartes en main. Nous avons aujourd'hui toutes les technologies qui nous permettraient de résoudre le défi climatique. Ce qui nous manque, c'est de la volonté politique. Et j'ai envie de dire qu'en tant que scientifique, c'est vraiment le plus loin que l'on puisse aller. Voilà, c'est un peu comme si vous achetiez un meuble chez Ikea. Vous avez le guide de montage qui vous est fourni. La question, c'est l'énergie que vous allez maintenant bien vouloir y consacrer. Et ce rapport se base également sur des constats. Le premier confirme le réchauffement de la Terre depuis l'ère pré-industrielle, pour ceux qui en douteraient. Bien sûr, et nous avons maintenant la certitude absolue que le réchauffement actuel est intégralement dû aux activités humaines. Donc, c'est vraiment la dernière incertitude que nous avions levée. On se disait, est-ce qu'il n'y avait pas une part de réchauffement naturel? Nous savons désormais que tout est dû aux activités humaines. Et effectivement, vous l'avez rappelé, ce rapport, c'est une synthèse des rapports scientifiques publiés au cours des 8 dernières années, c'est-à-dire au cours du 6e cycle d'évaluation du GIEC, qui effectivement font le point sur l'état des connaissances aujourd'hui, qui font consensus parmi la communauté scientifique. Alors lors de la dernière COP, effectivement, on entendait ce leitmotiv, l'heure est à l'action, c'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de promesses, mais que cela n'est pas toujours suivi d'effet. Le problème, effectivement, c'est qu'on est souvent dans une situation où les promesses ont remplacé l'action. Et le problème, c'est que si les promesses remplacent l'action, vous êtes condamné année après année, COP après COP, à faire des promesses de plus en plus ambitieuses, mais de moins en moins crédibles. Et malheureusement, les promesses des États ressemblent de plus en plus à des résolutions de Nouvel An, des choses que vous promettez dans l'euphorie du 31 décembre et que vous oubliez dès le 1er janvier. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a des conséquences inévitables à l'horizon, comme l'élévation du niveau de la mer ou la disparition des calottes glaciaires. Absolument, il y a déjà des conséquences qui sont inévitables, y compris en Europe, avec l'augmentation des vagues de chaleur, par exemple, l'augmentation des précipitations extrêmes qui vont créer des inondations. Et donc, nous ne pouvons plus faire comme si nous allions être immunisés face aux impacts du changement climatique. Il s'agit d'être réaliste, de reconnaître la réalité de ces impacts et de s'y préparer. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent aussi sur l'adaptation. Aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique, ce n'est plus seulement une affaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi une affaire d'adaptation face aux impacts. Nous n'avons plus le luxe de choisir, il faut faire l'un et l'autre. Et il y a des victimes collatérales, c'est ce que ce rapport pointe également du doigt. Les principales victimes, ce sont les populations les plus vulnérables et dans la plupart des cas, ce ne sont pas les plus responsables. Effectivement, c'est la grande injustice du changement climatique qui est à la fois générationnelle et géographique. Les populations qui vont subir le plus durement les impacts du changement climatique, elles ne portent qu'une très faible responsabilité dans le problème et donc il y a une vraie question de justice climatique également. Donc vous nous dites, c'est tout de même très rassurant, on peut agir, les acteurs concernés ont des solutions entre les mains, mais quelles sont-elles par exemple pour certaines ? Alors, il y a évidemment des solutions qui sont technologiques, par exemple les énergies renouvelables ou l'énergie nucléaire, donc des énergies décarbonées qui peuvent remplacer les énergies fossiles. Il y a également des solutions pour l'agriculture, il y a des solutions pour le transport, même le secteur du transport le plus difficile à décarboner, le secteur aérien, fait des progrès technologiques très importants. Et puis, il y a des questions aussi en termes de financement. Oui, parce que ça reste le nerf de la guerre, c'est le financement. Ça reste le nerf de la guerre et ça reste un levier qui n'a pas encore été actionné
suffisamment jusqu'ici. Les compagnies pétrolières, charbonnières et gazières ont toutes enregistré des profits absolument records l'an dernier. Tant qu'il y aura malheureusement de telles sommes qui continueront à être investies dans les énergies fossiles, elles resteront éminemment rentables. Il sera difficile d'en sortir. L'enjeu, c'est de rendre l'économie décarbonée aussi rentable et aussi rapidement rentable que possible. Donc, en résumé, François Gémen, la situation, oui, elle est inquiétante, mais tout n'est pas perdu si tout le monde s'y met maintenant. Absolument. Et si nous arrêtons d'opposer les solutions et si nous arrêtons d'opposer les niveaux d'action, il va falloir vraiment que tout le monde agisse de concert. C'est pas juste soit les gouvernements, soit les citoyens, soit les entreprises. L'enjeu, c'est d'essayer de faire travailler tout le monde de concert et de faire en sorte que la lutte contre le changement climatique devienne un vrai projet de société et pas seulement une contrainte qui nous tombe dessus. C'est possible. Merci François Gémen de nous avoir aidé à décrypter ce rapport du GIEC. Avec plaisir. On connaît depuis hier la tête d'affiche du prochain MC Summer Concert. C'est le chanteur Kenji Girac qui a été retenu. Il se produira donc à l'espace Léo Ferré le 7 juillet pour ce concert destiné aux jeunes monégasques âgés de 13 à 25 ans. L'événement musical lundi soir, c'était la venue exceptionnelle de l'Opéra de Vienne. Il s'agissait d'une première et pour une unique représentation. Au programme, le chef-d'œuvre de Mozart, Les Noces de Figaro, avec une distribution constituée de jeunes artistes aussi bons chanteurs que comédiens. José Sacré et Thomas Deus y ont assisté. Voici leur reportage. Arrivés de Vienne le matin par avion spécial, les solistes, les chœurs, l'orchestre de l'Opéra de Vienne et toute l'équipe technique ont donné lundi 20 mars à l'Opéra de Monte-Carlo une unique et magnifique représentation des Noces de Figaro de Mozart sous la direction de Philippe Jordan. C'est une petite aventure, surtout de partir de Vienne, en plus aller à la Côte d'Azur, prendre un peu l'air du printemps et jouer Mozart, bien sûr, cette musique qui nous est tellement chère et voilà, qu'on a envie de jouer et de présenter. Mozart, c'est, comme on dit, l'ADN de la musique de l'opéra de Vienne ou des orchestres viennois de toute façon. C'est la base de tout. Les Noces de Figaro, quelque part c'est l'opéra le plus parfait de Mozart et le plus joyeux, le plus heureux. Notez-le dans vos agendas, une nouvelle animation proposée par la mairie de Monaco. Une soirée Gypsy sera organisée au marché de la Condamine le vendredi 31 mars à partir de 19h30. Une ambiance musicale sera assurée par le groupe Gypsy Luna dans la halle. Avant de se quitter, un petit coup d'œil aux prévisions météo pour la journée de mercredi. À quel temps peut-on s'attendre, Vanessa Dessy ? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le temps sera légèrement couvert, mais le soleil pourrait faire quelques apparitions. Les températures seront pratiquement identiques à la veille, elles iront de 12 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 6h29 et se couchera à 18h45 et nous fêterons les Léa. Ainsi se referme cette édition. La série de photos de fin de journal porte sur le critérium cycliste qui s'est déroulé dans les rues de Monaco dimanche. Ces clichés sont signés Frédéric Nébinger. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain à 19h. Belle et douce soirée.